Donc, bonjour, je m'appelle Cathy Boyer et je suis professeure de yoga Iyengar depuis une trentaine d'années maintenant sur Montpellier, dans le sud de la France. Je suis également formatrice et en ce moment, après avoir enseigné dans le cadre de cours collectifs pendant très longtemps et animé un centre de yoga, j'ai accompagné une compagnie de danse contemporaine pendant 4 ans et je donne des cours particuliers pour soutenir les personnes dans leur pratique personnelle. J'anime des stages pour des professeurs et puis des stages généraux et j'anime aussi des supervisions de professeurs où je me déplace dans les cours pour voir ce qui se passe quand les professeurs enseignent, pour voir les élèves et communiquer avec eux un maximum d'informations et de partager notre amour du yoga. Et puis, en ce qui concerne ma recherche personnelle, je propose des séances de kinésio-yoga, c'est-à-dire ce sont des protocoles de kinésiologie appliqués au yoga et aux pratiquants de yoga pour les accompagner dans leur pratique personnelle et les aider à dépasser certains blocages, certaines limites qui sont liées à leur histoire personnelle ou des fois même transpersonnelle ou à certaines mémoires cellulaires qui s'inscrivent dans le corps et qui nous limitent dans l'expression de nous-mêmes. Et puis récemment, je propose dans le cadre des stages des ateliers yoga et poésie pour exprimer la beauté de ce que nous vivons dans la pratique, y mettre des mots et partager ces trésors intérieurs les uns avec les autres. Que représente la pratique du yoga pour toi ? La pratique du yoga, c'est ma vie en fait. C'est une grande partie de ma vie en tout cas. C'est le terrain sur lequel s'est joué chaque jour, au quotidien, les relations avec les autres, le déploiement, le développement de ma créativité. Et c'est un terrain d'apprentissage. Je remercie bien sûr M. Iyengar, tous les professeurs qui ont été sur mon chemin et qui m'ont accompagné, qui ont contribué à continuer à éclairer mon chemin, à soutenir ma foi. Et je dois dire que j'y suis assez rapidement. En fait, j'avais fait d'autres études avant. Et j'ai su assez rapidement que c'est là où ma vie allait se jouer, je le dirais comme ça. Un jour sur le tapis, voilà, il y a une intuition très forte que c'était là qu'allait se jouer ma vie et qu'elle allait se jouer à travers la pratique du yoga. C'est beau. C'est la vérité. Dans les séances de kinésio-yoga, comment ça se passe ? Oui, alors j'explique le cadre en fait. Les séances de kinésio-yoga, se passent autour de protocoles, il y en a 2, que j'ai montés, c'est-à-dire c'est des séries de questions à partir de l'observation que j'avais fait dans le cadre de la pratique, de ma pratique personnelle ou de celle des élèves qui venaient au cours, où parfois on se retrouve dans des impossibilités de dépasser certaines limites ou certaines douleurs qui sont dans le corps. Et comme tous les professeurs et comme tous les pratiquants, je me suis posé la question, mais pourquoi ? À un moment donné, parce que malgré ma bonne volonté ou celle des élèves en face, on n'arrivait pas à passer certains caps. Voilà. Et du coup, comme j'avais commencé à travailler en thérapie moi-même, en fait, et en kinésiologie un peu par hasard, dans une séance de kinésiologie qu'on m'a donnée, j'ai eu à un moment donné l'intuition d'une posture par rapport à un protocole pour les kinésiologues qui s'appelle le bridging, la gymnastique du cerveau,
aires cérébrales qui étaient stimulées par les mouvements qu'on faisait dans le corps. Et notamment, il y a des aires qui touchent la concentration, la communication, l'organisation. Et en prenant régulièrement des séances de kinésiologie, je tombais sur certains exercices, c'est-à-dire que le corps me demandait de faire certains exercices qui en fait correspondaient à des postures de yoga ou des bouts de postures de yoga. Donc à un moment donné, j'ai demandé à la kinésiologue de me montrer sa fiche et j'ai vu que sur certains mouvements, il y en a une trentaine, il y en a beaucoup qui sont inspirés du yoga. Donc j'ai compris que les kinésiologues avaient travaillé à partir des postures de yoga, c'est des thérapeutes qui travaillent sur le corps, etc. Et que ça, c'était le genre d'informations qu'on ne donnait pas. En fait, dans le yoga, on a des informations sur les effets articulaires, musculaires, sur les différents systèmes du corps, respiratoire, digestif, cardiaque, énergétique. Mais on ne sait pas, en fait, en tout cas, moi, je n'avais pas encore touché ce genre de connaissances, comment la pratique pouvait jouer sur les aires cérébrales. Et du coup, comment certains mouvements pouvaient libérer des blocages intérieurs qui sont liés à des zones du corps directement liées au psychisme, en lien avec le psychisme. C'est lié avec l'énergétique aussi. Voilà. Et à partir de là, quand j'ai eu l'intuition, au moment où elle m'a testé, quand j'ai eu l'intuition de la posture, je lui ai demandé si elle acceptait de tester aussi cette posture, mais qui ne faisait pas partie de son protocole. Au départ, elle a résisté, et après, elle m'a dit, je lui ai dit, mais on va tester aussi ton protocole, mais essaie de me tester cette posture. Et elle a accepté, et là, le corps a dit oui, c'est ok de faire ça. Il m'a donné un timing qui m'a paru absolument incroyable. C'est-à-dire que pour les yogis, la posture que le corps a demandé, c'était Utkatasana. C'est la posture de la chaise. C'est une posture hyper tonique. On fait comme si on allait s'asseoir sur une chaise, mais on ne s'assied pas et on reste en tonicité sur des jambes fléchies. Et là, le timing de la posture, ça a été 3 minutes. Alors, ayant déjà fait 1000 fois cette posture, mais jamais autant de temps, je me suis dit que c'est pas possible. Et là, la kinésiologue m'a fait rire en me disant, le corps ne ment pas. C'est une grande leçon de la kinésiologie, une grande règle. Donc, tu vas te débrouiller pour le faire. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était possible de le faire si je n'émettais pas la même intensité, en fait, mais que voilà, je prenais la posture pas telle que je la pratiquais dans un cours de yoga, mais en mettant le corps dans une forme, en respirant, de manière à ce que ça soit possible de tenir 3 minutes. Donc ça m'a ouvert le fait qu'il y avait un espace aussi possible à l'approche même de la posture. Et en ce moment, 10 ans après, puisque ça fait 10 ans qu'on fait ce genre de séance, je l'ai fait avec des kinésiologues très différents. Il y en a qui étaient ostéopathes, énergéticiens, channel, infirmières, enfin bon, voilà. Les séances s'enrichissent aussi avec la qualité, la spécificité de chaque kinésiologue. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive aussi sur des postures qui sont et des temps qui sont informationnels. C'est-à-dire on est sur la médecine quantique, là, parce que la posture, ça devient, ok, le corps demande à faire cette posture pendant 3 secondes. Alors, vous voyez, on est passé sur des espaces très longs à maintenant sur des espaces parfois très courts, où ce que le corps a besoin, c'est de la posture comme information, pas comme implication physique. Voilà. Et du coup, au départ, j'ai voulu aider les professeurs, les élèves professeurs qui étaient en formation pour passer leur examen, parce que je voyais qu'il y avait des choses qui bloquaient, que je n'étais pas toujours capable de les aider. J'avais mes limites aussi. Et j'ai monté ces tests par rapport aux postures qui étaient demandées à l'examen. Et donc, on a testé les élèves professeurs sur les postures qu'il fallait qu'ils travaillent en priorité, qu'il fallait qu'ils mettent en priorité dans leur pratique, et en essayant de comprendre quels étaient parfois les blocages qui les empêchaient d'avancer dans certains mouvements. Et donc là, on tombe des fois sur des blocages qui sont en lien avec la vie personnelle de chacun, avec l'histoire de chacun, voire même avec une histoire qui est
celles de leur famille ou leur peuple, etc. C'est-à-dire qu'on se rend compte comment tout est lié, des liens aussi invisibles qui nous relient les uns avec les autres, et de ce potentiel incroyable qu'a notre corps, quand on lui demande des questions, de l'intelligence qu'il porte en lui-même et qui peut émerger à la surface et être mise en mots par le test musculaire. C'est fascinant. Ouais. Ah oui. Et ça m'a permis d'ailleurs d'apprendre beaucoup de choses sur l'utilisation des postures, parce que parfois il y a des postures, j'ai fait donc des listes de postures qu'on vient tester et le corps répond sur les postures prioritaires sur un certain nombre de semaines ou de mois à pratiquer régulièrement quand on est à la maison, face à soi-même. Ça donne des informations sur le timing aussi, c'est très précis sur combien de temps. Et souvent, des postures à éviter aussi pendant ce temps-là. Et comme la pratique est orientée pour une libération, il y a beaucoup de gens qui sont venus au départ parce qu'ils avaient envie de pratiquer chez eux, mais ils n'y arrivaient pas. Ça a été au départ beaucoup de personnes. Je me suis demandé, en tant que professeur de yoga, pourquoi je donnais des programmes de pratique, les gens n'arrivaient pas. Ils avaient envie de pratiquer chez eux, mais ils n'y arrivaient pas. Et pourquoi ils n'arrivaient pas à le faire? Et avec les programmes de kinésio, je me suis rendu compte que oui, les programmes qu'on donne, c'est du général, mais qu'il y a toujours la personne derrière qui va être différente des autres, qui va avoir besoin d'une autre approche, qui corresponde mieux à ses besoins généraux avant d'entrer dans une pratique soutenue de yoga. Et du coup, la kinésio a permis de monter des séquences de pratique qui soient plus adaptées aux besoins de la personne avant que ça puisse se déployer sur une pratique plus structurée et plus générale. Et qu'elle se fasse pas mal finalement dans sa pratique soutenue. Ouais. Qu'elle puisse construire sur du solide, sur une vérité. Quoi. Sur une vérité qui est la sienne. Et du coup, moi aussi, ça a remis en cause certains principes pédagogiques que j'ai reçus, pas sur la technique, mais sur l'approche notamment. Et sur aussi l'énergétique des postures, pourquoi certaines postures reviennent plus souvent que d'autres dans ces tests. Et voilà, il y avait des postures que je faisais faire, mais je n'avais pas compris l'importance. Parce que pour moi, c'était pas, je ne les avais pas ressentis comme prioritaires pour moi, et du coup, j'en voyais pas la priorité non plus sur les autres. Et donc, j'ai compris comme ça qu'il y avait certaines postures qui étaient vraiment prioritaires, qui pouvaient l'être pour une masse de personnes, et qu'il pouvait y avoir des postures aussi plus avancées qu'on pouvait faire à des gens plus débutants parce qu'elles avaient des qualités particulières dont la personne avait besoin à ce moment-là. Donc voilà, ça remettait aussi en cause certains principes pédagogiques on commence comme ça, on fait ça, après on structure comme ça. Et le corps a 1000 chemins. Le corps a 1000 chemins et les siens aussi, pour se sentir à l'aise et être dans la joie, parce qu'il faut arriver avec ça, il faut arriver avec le sourire dans la pratique. Qu'apporte la poésie au yoga pour toi? Oui. Et pour nous. Mais je le dirai après ça. Bon, si je parlais un peu à la place de M. Iyengar, il a toujours dit que le yoga était un art, déjà. Et lui-même a beaucoup utilisé le langage. Ça a été sa spécificité, en fait. C'est d'amener le langage dans l'expression yogique. Et c'est ça. Enfin, je veux dire, j'ai pratiqué d'autres formes de yoga avant du yoga Iyengar, et je veux dire, c'est ça aussi qui m'a intéressée dans le yoga Iyengar, c'est de poser des mots sur tous ces ressentis anatomiques, corporels. Et 1000 fois, j'ai remercié les Iyengar, j'en ai même pleuré de joie, que ce soit avec Guruji, Prashant ou Gita, de voir quelle beauté intérieure il me permettait de toucher en moi grâce aux mots qu'ils étaient
de là, c'est parti de ce yoga où on met des mots sur ce qui se passe et de la beauté de cet accompagnement verbal. Et ensuite, parce que je suis un petit peu artiste aussi sur les bords, pour avoir fait de la danse, de la peinture, voilà, j'ai fait des études de lettres aussi, donc j'ai toujours été sensible on va dire à l'art et à l'expression de l'être à travers l'art. Et au cours des formations, j'ai eu envie qu'on partage avec les élèves professeurs sur nos ressentis, sur nos émotions, sur qu'est-ce qui se passait dans une pratique pour pouvoir accueillir la différence aussi des autres et pouvoir être plus juste dans l'enseignement par rapport aux autres en sachant ce qui s'y passe aussi un peu, mais donc pour savoir ce qui s'y passe, on va chercher des mots. Et toutes ces magnifiques expériences intérieures qu'on vit dans la pratique, un jour j'ai proposé en fait de les mettre en mots, et quand on les a mis en mots, quand on les a partagés comme ça, nous avons trouvé tous ensemble d'ailleurs que les mots composés n'étaient pas à la hauteur de la profondeur de l'expérience qu'on avait vécue. Et du coup, j'avais eu cette expérience donc de voir travailler des artistes entre eux, de voir comment un art peut fleurir et donner de l'inspiration à un autre, et comment un art peut rebondir sur l'autre, comment ces dialogues interculturels en fait sont très riches, et d'où est venue l'idée d'utiliser des images en les grossissant, en les amplifiant, et notamment en passant par l'auto-louange. C'était un clin d'œil à Marie-Mélisse aussi, qui est chez vous à Bruxelles, et qui m'a beaucoup apporté là-dessus. Et en grossissant, en mettant des images, à ce moment-là, il y a une sorte d'universalité qui apparaît dans le langage, qui permet une distance par rapport à l'identification au moi. Et du coup, ces mots redonnent des lettres de noblesse à l'expérience qui a été vécue. Parce que l'image qui est créée va nous surprendre, va nous élever, parce que le langage va nous élever à ce moment-là, comme l'expérience l'a fait quand on a été dans la pratique sur le tapis. Et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, c'était très beau de pouvoir partager ces expériences ensemble en les montant au niveau de quelque chose d'artistique, sans prétention, parce que nous ne sommes pas des poètes, même si on l'est un peu dans l'âme, mais la poésie c'est un art aussi, c'est un approfondissement, donc en toute simplicité. Et je crois que les personnes qui participent à ces ateliers de poésie se rendent compte et sont surpris eux-mêmes, comme on a vu cet après-midi aussi, des gens qui avaient des résistances, parce que écrire c'est pas facile, c'est pas simple. On a eu des histoires des fois un peu lourdes avec ça à l'école ou ailleurs. Donc on a des idéaux de poètes aussi. Et en fait, on se rend compte des exigences, ouais. Et on se rend compte qu'en fait, quand on commence à écrire, notre imagination est là parce qu'elle est portée par une expérience qui est vraie, qui est sincère, et que voilà, il y a des choses qui arrivent, dans l'improvisation, et on repart avec le cœur léger et content. Non seulement d'avoir pu dire ça, mais aussi d'avoir partagé, d'avoir entendu aussi la vérité et la beauté qui vient de la bouche des autres. C'était un beau moment, magnifique. Oui. Ouais. Un vrai partage. Un vrai partage, un partage de cœur. Oui, c'est ça, un partage de cœur. C'est un partage de cœur. Et j'ai eu l'occasion, en fait, ça a été tout un moment dans les cours de yoga où j'ai proposé aux personnes qui avaient envie de rester à la fin du cours de partager sur leur ressenti après les pratiques, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'ils avaient apprécié, qu'est-ce qu'ils avaient aimé, qu'est-ce qui avait été difficile. Et donc ça m'a donné des informations très riches sur
c'est comme ça que vous avez vécu cette pratique, c'est comme ça que vous vous sentez mal à l'aise dans cette posture. On ne le sait pas toujours, on ne sait pas la mesure de ce que vit l'autre, c'est impossible. Et j'ai vu qu'en m'ouvrant comme ça, de temps en temps, en proposant la parole au cours, très vite les gens se sont reliés les uns aux autres, parce que c'était une parole de vérité à ce moment-là. Et il y a eu des paroles magnifiques qui sont sorties, qui n'avaient besoin d'aucun commentaire, et qui étaient tellement belles. Enfin, je dirais, on peut les lire dans les livres, mais là, c'est les pratiquants eux-mêmes qui venaient témoigner de ce qu'ils avaient vécu dans leur pratique, dans leur shavasana. Et c'était d'une telle beauté que voilà, ce qui en émergeait de ce partage m'a toujours touchée et j'ai eu envie de le continuer. Et puis je pense que ça a créé aussi, et sincèrement, des liens entre les pratiquants d'un cours qui n'existaient pas avant, et très rapidement en fait. Ça a été presque plus difficile pour moi de faire parler des personnes qui pratiquaient depuis des années, qui étaient habituées à ça. Quand j'ai proposé le cercle de parole dans un cours débutant, immédiatement c'était là, parce que c'était normal, finalement ils ne savaient pas que ça ne se faisait pas, ou c'était pas habituel. Et peut-être qu'ils étaient plus demandeurs. Ils étaient, ça leur a plu tout de suite, parce que c'était un espace où chacun